De cette façon il apprit en peu de temps les passages se rapportant à ces sujets chez Pline. Les aliments qui sont choisis sont des aliments diététiques, ce qui est en opposition aux tripes et les autres aliments gras que mange Gargantua dans le chapitre précédent. Remarquez que si son dîner était sobre et frugal, le souper était copieux et abondant. Il y a donc un équilibre entre ce qu'il fait et ce qu'il mange. Il y a une opposition entre des mesures et mesures. Enfin on traite du sport. Montaigne a dit, ce n'est pas un corps, ce n'est une âme que l'on forme, c'est un homme. L'extrait cela fait, ils allaient se récréer au jeu de paume, s'exerçant le corps aussi lestement qu'ils l'avaient fait par avant de leurs esprits fait une comparaison qui met le corps et l'esprit sur le même piédestal. Cette vision de l'éducation de l'esprit liée aux soins du corps est encore une fois en opposition avec la scolastique qui considère qu'il faut seulement faire le culte de l'esprit et dénigrer le culte du corps. Cinquièmement, le texte fait le portrait d'un parfait courtisan. Castiglione a écrit le courtisan. Il y parle de l'art d'être un bon courtisan. On doit être un homme de bonne compagnie à la cour mais aussi un homme qui saura servir son souverain. Rabelais passe pour un des hommes les plus cultivés de son époque, donc un homme de bonne compagnie. D'abord il y a chanté en musique, à jouer d'instruments mélodieux ou bien à ces petits tours qu'on fait avec les cartes, dés ou gobelets. Quelquefois ils allaient rendre visite aux assemblées d'érudits ou de gens ayant parcouru les pays étrangers. Gargantua se cultive au contact des gens qui ont voyagé, cela renvoie à Erasme, qui a écrit Éloge de la folie. Ensuite il y a la chasse. Il courait le cerf, le chevreuil, l'ours, le daim, le sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, l'outarde. Il y a une énumération d'animaux chassés. La chasse est l'un des grands divertissements de la cour. Enfin on retrouve l'art de la guerre, l'équitation. Pour ce qui est de parader, ces exercices sont utiles à la formation militaire. Charles V, roi d'Espagne, avait 4 livres de chevet, la Bible pour être un bon chrétien, le Prince de Machiavel, le Courtisan de Castiglione et enfin le recueil de poésie de Pétrarque. C'est l'idée qu'à la Renaissance l'homme parfait est un homme de cour, un homme complet, un bon chrétien. Ce texte est un texte narratif à visée argumentative dans lequel Rabelais semble faire l'éloge de l'éducation humaniste. C'est un texte sur l'éducation dans lequel l'auteur fait notre éducation en abîme. Dans un second temps nous allons montrer qu'il s'agit d'un texte carnavalesque. Mikhaïl Bakhtin a écrit l'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance. Cette dimension carnavalesque rend ce texte à la fois plaisant et ambigu. Le côté plaisant est dû au comique lié au gigantisme. Le côté ambigu est dû au fait que le comique semble discréditer le modèle d'éducation proposé par Rabelais. Premièrement, nous sommes en présence d'un texte plaisant. Le gigantisme est source de comique. Il se curait les dents avec un tronc de giroflier, le cure-dent est ici un tronc d'arbre. Dans la même phrase, Rabelais défend l'idée humaniste qui stipule qu'il faut avoir de l'hygiène et il introduit un élément comique et plaisant. Deuxièmement, on a l'illustration d'un programme gargantuesque. On peut se demander s'il s'agit d'un modèle ou d'une utopie. La dimension comique de ce texte invite le lecteur à relativiser le caractère exemplaire de l'éducation de Gargantua, opposé plutôt de la considérer comme une utopie. D'abord il y a l'aspect du gigantisme, la dilatation hyperbolique du temps. Pour tenir le programme de Gargantua il faudrait une journée qui dure un nombre d'heures infini. Cela fait, il était habillé, il y passait parfois jusqu'à 2 ou 3 heures, puis pendant 3 bonnes heures on lui faisait la lecture, puis il se remettait à l'étude pendant 3 heures ou plus. On a ici des indications temporelles. Le chiffre 3 renvoie à la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, et donc à une forme de perfection divine. Pour chacune de ces activités il met 3 heures, donc on peut en conclure que pour toutes les activités il met 3 heures. Chaque chose qu'il fait, il le fait trop longtemps. Aucun moment perdu comme le montre, il ne perdait aucune heure de la journée, c'est le titre. C'est un titre à prendre au sens propre puisque Gargantua est amené à faire plusieurs choses en même temps. Pendant qu'on l'astique et on lui lit divine écriture, on remarque l'adverbe de temps qui montre qu'il n'y a aucune perte de temps. Puis il se retirait au lieu des anses pour se purger de ses excréments naturels, là son précepteur répétait ce qu'il avait été lu en lui expliquant les points les plus obscurs et les plus difficiles. Il y a un comique de situation,
Cela invite à une relecture comique du titre. Même le moment qui fait habituellement l'objet d'une ellipse, les toilettes, est un moment où il profite pour apprendre. Un autre élément comique est caractérisé par les adjectifs obscurs et difficiles qui font une évocation directe à l'acte de purge et des leçons apprises. Il allait voir si le déjeuner était prêt, il répétait les leçons. Les actes accomplis par Gargantua sont dignes d'un géant, il y a donc un aspect surhumain comme le montrent les extraits. Sans tour de manège, il nageait en eau profonde, brandissant à la main un livre, il traversait la Loire. On est en présence d'une hyperbole, un gigantisme hyperbolique. Le corps avec le sport et le savoir donne un côté comique, c'est un discrédit ironique du modèle. Ensuite il y a l'illustration de la perfection du géant. Cela vise à illustrer l'efficacité de ce programme humaniste. Et il retint si bien dans sa mémoire ce qu'on disait qu'il n'y avait pas alors de médecin qui sût moitié autant que lui, à force il devint si savant en cette discipline, arithmétique, que l'anglais installe, confessa qu'en vérité par rapport à lui, il n'y entendait que les rudiments. Pour ce qui est de parader à cheval, le maître écuyer de Ferrare n'était qu'une pâle imitation. On a affaire à un syllogisme, Gargantua est un géant, plus grand que les autres, et l'éducation humaniste est la meilleure. La somme des deux montre que Gargantua est le meilleur. Le syllogisme, c'est le propre des sophistes. Le sophisme est une école de pensée de l'Antiquité. Socrate reproche aux sophistes d'utiliser une rhétorique qui a l'apparence de la logique, mais qui peu à peu sophistes vont servir de modèle pour la scolastique. Or ici on a un syllogisme propre au sophisme, modèle de pensée de la scolastique. Aussi peut-on se demander si la perfection hyperbolique du géant n'est pas ironique sous la plume de Rabelais. En effet, l'hyperbolique du géant est comique, ce qui discrédite son modèle. 3. On est en présence d'un texte ambigu, c'est l'ironie rabelaisienne. Ce programme humaniste prend la forme d'une utopie dans laquelle se mêle l'humour de Rabelais lié au gigantisme de ce personnage. Or ce mélange de sérieux et de comique nous invite à nous interroger sur la réelle intention de l'auteur. Fait-il l'éloge total de l'éducation humaniste? D'abord on remarque l'irrévérence de Rabelais avec la dimension scatologique. Purge, X2. L'évocation des purges a certes pour but de défendre le modèle de l'hygiène, mais le comique de situation crée une sorte d'irrévérence vis-à-vis du savoir. De sa lance, donc bien à sa aide. Cette dimension scatologique s'accompagne d'une dimension un peu grivoise, osée sans être obscène. C'est un symbole phallique, sexe masculin. Il nageait en eau profonde, brandissant à la main un livre, il traversait la Loire. Ici il est irrévérencieux avec le savoir. Ensuite on a une parodie, c'est un modèle entre mesure et démesure. La mesure, contrairement aux excès du modèle scolastique, Gargantua mange trop, c'est l'éducation humaniste incarnée par la raison et la mesure, équilibre autour du chiffre 3, et Gargantua qui mange peu. La démesure, c'est le gigantisme. De cette façon, il apprit en peu de temps tous les passages se rapportant à Sessuais chez Pline, Athénée, Dioscoride, Galien, Porphyre, Oppien, Polybe, Héliodore, Aristote, Élien et d'autres. Ce passage vient en opposition au passage de l'éducation scolastique où Gargantua se laissait aller à la gourmandise, boulimie alimentaire. Ici Gargantua mange de façon équilibrée, pourtant derrière cette même mesure apparente apparaît la démesure livresque et cette boulimie du savoir apparaît à travers l'accumulation des noms d'auteurs dont Gargantua dévore les livres. Rabelais semble donc mêler mesure et démesure et teint ainsi. Dans ce texte il y a l'éloge de l'éducation humaniste qui associe toutes les formes de savoir, arts libéraux. Mais ce modèle présenté au lecteur revêt une forme plaisante qui est liée à la tonalité comique qui est liée elle-même au gigantisme du personnage. Le comique semble parfois glisser vers l'ironie, ce qui induit une forme d'ambiguïté. S'agit-il d'un modèle ou d'une utopie? Le premier à avoir écrit une utopie est Thomas More avec Utopia. Rabelais semble même poser les limites de son propre modèle en le présentant comme inaccessible, car Gargantua est un géant et seul un géant peut accomplir ce programme. Il semble même le présenter comme un modèle ridicule. Dès le prologue, Rabelais invite à une relecture perpétuelle de son œuvre afin de voir dans son œuvre ce qui est sérieux de façon légère et vice-versa.
La dimension carnavalesque de l'œuvre de Rabelais selon Bakhtin fait penser que les passages les plus sérieux soient souvent à remettre en cause et que les passages